Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre participation à ce 4e jour de notre université d'été qui clôture la semaine DSN. Aujourd'hui, nous allons voir la DSN normale et ce qu'est une DSN annulaire en place. Je suis Émilie Gailloux pour le Customer Care CJ de QuadraPay. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer si vous m'entendez correctement, si vous voyez bien mon écran, pour démarrer dans des bonnes conditions? Je vous ai remis déjà dans la conversation les liens pour les inscriptions des semaines qui viennent. La semaine prochaine, nous allons voir, la création de dossiers. Donc un jour cas général, un jour MSA, un jour BTP et un jour, hors plan de paye type. C'est peut-être pas dans le même ordre. La 3e semaine de juillet, on verra les régularisations et la dernière semaine, on verra c'est une thématique un peu plus diverse. On a prévu les apprentis, la prévoyance au sens large et on termine par des astuces à la fois DSN puis paye. Super, merci pour votre retour. Donc aujourd'hui, on va voir, la DSN normale. Je vais vous montrer ce qui me paraît important de vérifier dans cette DSN. La web assistance, l'université d'été ne remplace pas la formation que vous pourriez suivre, pour du perfectionnement ou pour de la prise en main sur le logiciel. Ces formations sont réalisées par nos consultants experts. Donc, voilà, la web assistance ou l'université d'été, c'est complémentaire. C'est pour ça que dans certains cas, vous pouvez penser que je vais un petit peu vite, mais normalement, je m'appuie sur de l'acquis, sur pas mal de choses. On va faire de la démonstration dans le produit et peu de théorie. Objectif de ces universités d'été, vous donner la réponse aux questions que vous ne vous êtes peut-être encore pas posées. Je vais vous alerter sur certains points dont vous allez avoir besoin d'ici très peu de temps. Donc, j'insisterai, vous allez voir. Et vous donner des techniques préventives, des informations préventives. En fait, j'essaye de vous expliquer comment on fonctionne au niveau customer care, comment on peut analyser un dossier et par quel fil on essaye de dénouer une question ou une situation. Voilà. À l'issue de cette session, vous recevez une enquête de satisfaction. Je vous invite à y répondre, notamment sur les suggestions de sujets. C'est très, très important pour nous et là, sur un nouveau concept comme celui-ci, c'est important que vous nous fassiez vos retours afin qu'on puisse, faire évoluer le concept soit sur l'été, soit, pour l'avenir. Donc n'hésitez pas, à nous faire tous les retours que vous souhaitez. Le support est, disponible dans la base de connaissances, donc sur le même article que toute la semaine. C'est l'article KB 00 37 435. 37 435. On va dans la base de connaissances. Alors j'ai un peu triché, moi je l'ai déjà ouvert. 37 435. Sur la partie droite, au niveau des pièces jointes, vous retrouvez les 4 supports, donc vous les identifiez dans les titres. Si c'est écrit plus petit que ce que j'ai moi à l'écran, cliquez simplement sur le jour, là, au niveau de la table des matières et en fait, ça vous emmène sur le bon jour et il y a la pièce jointe qui, se télécharge automatiquement. D'accord? Je répète, KB 37 435. Donc je vais vous mettre le lien dans la conversation si jamais nous avons des retardataires. Voilà. Donc les liens, ça je vous ai renvoyé. Quelques articles qui vont être complémentaires à ce que je vais vous dire aujourd'hui. Certaines choses, ça sera de la redite, mais voilà, ils sont vraiment approfondis par thématique pour que ce soit plus facile pour vous dans vos recherches. Aujourd'hui, on va démarrer par une définition un petit peu longue de la DSN, enfin en tout cas du module de DSN, de son fonctionnement. On verra comment vérifier des cotisations et des versements au niveau justement des blocs de paiement. Ça peut vous être utile dans le contexte actuel au niveau des actualités, si vous devez modifier des paiements URSSAF. On verra les données individuelles, donc AMAI individuel, donc par salarié. On verra le fonctionnement d'une annulaire en place, ses limites principalement, et on terminera par les questions que vous m'avez posées lors de vos inscriptions. OK. N'hésitez pas à intervenir tout au long. Vous êtes un peu moins nombreux qu'en début de semaine, donc n'hésitez pas, on va faire, au mieux. Alors la DSN. La DSN, ce qu'il faut savoir, c'est que certes, vous la générez dans QuadraPay, vous faites vos bulletins dans QuadraPay, mais la norme DSN, ce n'est pas l'éditeur de logiciel qui l'écrit,
les nouvelles anomalies bloquantes que vous pouvez rencontrer, parce qu'il y a un SIRET qui a disparu de la norme, parce qu'un code institution a évolué et que vous n'étiez pas prévenu, parce que l'URSSAF de Bretagne a déménagé. Ces anomalies-là sont totalement dépendantes de Cegid. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment la norme DSN, c'est quelque chose qui est mis à jour. Quotidiennement, ça serait exagéré, mais de manière au moins mensuelle. Donc sur cette première page, je vous ai remis les liens qui pour moi sont primordiaux. Donc on va ouvrir le premier. On arrive en fait sur Net Entreprise et son tableau de bord DSN. Pour moi, ça, c'est le site de référence. Si vous ne l'avez pas encore dans vos favoris, pensez-y, d'accord? Ici, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans le besoin d'aide. Vous avez pu voir tout au long de la semaine, quand j'avais des questions auxquelles je n'avais pas forcément de réponse, on était venu voir ici ce que la norme DSN demandait. Vous retrouvez dans normes et documentation le cahier technique de la DSN. Alors oui, je vous l'accorde, le cahier technique de la DSN, c'est beaucoup de pages. Donc on est vigilant, on prend la bonne année. 2024 est déjà disponible. Le cahier technique, c'est 359 pages, c'est des rubriques qui se suivent les unes sous les autres et effectivement, c'est un petit peu imbuvable pour démarrer, d'accord? Après, on prend l'habitude. Le contrôle F est en général de bon secours et puis on apprend à le déchiffrer, je dirais. C'est pour moi ce qui est le plus important. Alors le contrôle F, voilà, il fallait juste que je l'aide. Là, par exemple, j'ai tapé un bloc de DSN. Ce bloc de DSN, comme vous le savez, dans le PDF, ça va me faire sortir tout ce qui m'intéresse. Visuellement, vous vous rendrez compte que ce cahier technique, quand on l'a utilisé une fois ou deux, on sait ce qu'on cherche à la fin. Donc c'est pour ça que je passe rapidement les tableaux qui sont en fait les tableaux d'introduction. Et après, je vais accéder plus facilement à mon bloc S21.G00.20 de manière à voir ce qui est attendu, les valeurs autorisées, etc. D'accord? Donc là, on le voit, versement organisme de protection sociale. Et là, vous avez, rubrique par rubrique, ce qui est autorisé, ce qui est attendu, comment ça doit remonter. Donc ça, c'est la structure, on va dire, figée de la DSN, ce cahier technique. Quand on revient sur la page principale de tout à l'heure, sur Net Entreprise, donc on a accès au cahier technique, mais on a aussi accès aux tables de référence de la norme DSN. Donc le cahier technique, c'est la forme figée. D'accord? Après, les valeurs autorisées dans ces différentes rubriques, vous allez les trouver dans les tables de nomenclature. On va pareil se mettre sur la bonne année, P23. Et là-dedans, je vous ai donné l'exemple de l'URSSAF qui déménage, ça veut dire qu'il change de SIRET. C'est dans ce tableau-là que vous allez voir les mises à jour qui sont faites au niveau des valeurs attendues. Donc, par exemple, on a des modifications dont la table NNE nous intéresse peu, mais là, ça, c'est des codes accident du travail de mémoire, non? Oui. Là, on a modification de la table MUT. MUT, c'est les organismes de mutuelle. Donc, ça veut dire que si vous utilisiez l'organisme mutuel Solimut Centre-Océan, qui a pour code institution 78 13 43 249, eh bien, le mois où il y a eu le changement, donc c'est-à-dire le 25 avril, après le 25 avril, ces codes-là n'ont plus été autorisés dans la DSN. Donc, vous avez potentiellement eu une anomalie bloquante dans votre DSN, qui est sortie de nulle part si l'organisme ne vous avait pas contacté auparavant. D'accord? Donc, il faut vraiment faire la distinction, et c'est pour ça que j'insiste, entre ce que Quadra fait et ce que la norme DSN impose. Il peut, bien souvent, ce n'est pas notre fait, ce qui apparaît dans votre module. Au niveau de QuadraPay, le module de DSN, il s'ouvre toujours sur la période de paye sur laquelle vous êtes en paye. D'accord? Là, il s'est ouvert sur le mois de mai parce que mon dossier de paye est au mois de mai. Dans ce module de DSN, vous avez énormément d'informations qui peuvent qui vous donnent des alertes. Mais il faut le savoir, je dirais. Donc le module de DSN, période déclarée, le nombre de bulletins, pour moi, c'est une information qui est capitale. Pourquoi? Ici, moi, j'ai 3 bulletins. Bon, j'ai que 3 salariés. Mais des fois, on a fait entrer-sortir des salariés, on a fait des bulletins de simulation, on a fait des choses comme ça. Et notre compteur là, il n'est pas juste.
Il est plus simple de vérifier le compteur que vous avez là dans Bulletin fait que d'aller analyser toute la DSN. Il me semble que ça peut être un petit signal d'alerte pour me dire: «Mince, il me manque un bulletin» ou «Mince, j'en ai un de plus. Est-ce que j'ai fait 2 indices sur un salarié?» Ça peut peut-être vous poser, enfin vous questionner, mais pour gagner du temps après. Le nombre d'employés déclarés. Donc est-ce que j'ai vraiment 3 salariés sur ce dossier de paye? Dans mon cas, oui. Dans certains cas, vous avez beaucoup plus de salariés, vous avez un delta. D'accord? Donc c'est 2 choses qui semblent, anodines, mais qui peuvent vous faire gagner bien du temps. En général, quand on s'est trompé une fois, enfin quand on s'est fait, avoir, je dirais, une fois par un bulletin oublié ou un bulletin en trop, cette petite case, on la regarde. Donc notre module de DSN, après on sélectionne les DSN que l'on veut, visualiser. Donc pour aujourd'hui, on va regarder la mensuelle et après on a notre ligne de DSN. Moi, elle est déjà, générée. Je vais la supprimer cette DSN générée. Pour supprimer une DSN générée, j'utilise la touche Supre de mon clavier. Alors voilà et est-ce que je veux supprimer? Oui. En fait, là, la suppression, étant donné que je n'ai absolument rien envoyé, ça me permet juste de revenir à l'état initial de ma DSN avant même d'avoir généré quoi que ce soit. Dans cet état initial, vous avez en dessous de visible. Alors, je triche un peu avec l'affichage, c'est volontaire, c'est juste pour vous montrer que on peut tous avoir le même module sous les yeux, mais ne pas le voir de la même façon. Des fois, vous nous contactez en disant: «Je comprends pas, je ne vois pas les erreurs bloquantes». Ce n'est juste, enfin, c'est bien souvent qu'une question de déplacement, des petits trucs là. D'accord? Donc détail des employés, c'est nos employés qu'on a dans notre paye. Détail des bulletins, OK. Donc là, on vient voir qui est présent et pour qui j'ai fait des bulletins. Est-ce que j'ai des dates de fin de contrat, oui ou non? Ça, détail des employés, détail des bulletins, ça vient se vider, quand je génère ma DSN. Ça veut dire en fait que les éléments de ces employés et de ces bulletins sont bien pris en compte dans, ma DSN. OK? Donc ça peut, à mon sens, vous aider à comprendre quand vous avez une DSN à régénérer. Avec une DSN à régénérer, vous avez toujours un bulletin qui reste bloqué ici. Donc si j'ai quelque chose dans le détail des employés ou le détail des bulletins, c'est que les informations de cette ligne ne sont pas prises en compte dans ma DSN. Donc, elle ne peut pas être envoyée en l'état. OK? Voilà. Moi, je vous montre là, ce que je vais utiliser de manière, quotidienne, pas pour faire des vérifications après coup. D'accord? Je vois qu'on me parle des états d'avancement, mensuels ou annuels, mais là, vraiment, moi, je regarde dans la DSN ce qui s'y passe, pour ne rien oublier parce que vous pouvez avoir un delta entre ce qui s'est passé en paye et ce qui se passe dans la DSN. Un salarié que vous n'auriez pas affecté au bon établissement, il n'apparaîtrait pas ici, alors qu'il serait présent dans votre, dossier de paye. OK? Donc là, j'ai généré et voyez, détail des employés, détail des bulletins, ça s'est vidé et là, mes compteurs sont complets. Bulletin fait 3, employés déclarés 3. Quand ma DSN s'est générée, j'ai un outil d'autocontrôle qui s'est lancé. Cet outil d'autocontrôle, c'est un contrôle de forme, mais pas de contenu. C'est-à-dire qu'il vient vérifier, l'outil d'autocontrôle, que votre DSN répond, au cahier technique de la DSN. J'ai fermé la fenêtre peut-être? Oui. Non, là. Répond au cahier technique de la DSN et au référentiel. OK? Ça ne veut pas dire, si vous n'avez pas d'anomalie bloquante, que votre DSN est exact. Un libellé qui serait mal paramétré, qui ne remonte pas dans votre DSN, l'outil d'autocontrôle, il ne vous le détectera pas. D'accord? Un libellé qui utilise un code qui n'est plus accepté en DSN, là, vous aurez une anomalie bloquante. Mais l'outil d'autocontrôle, c'est un contrôle de forme, de structure et non de cohérence de contenu. Une fois qu'on a pris en compte cette information, on fait un peu plus de vérification. D'accord? Hop, je vais enlever le support pour pouvoir le suivre avec vous. Voilà. Ici, si mensuel est inactive, la coche, forcément, vous ne pouvez pas générer la DSN. On a de temps en temps ces appels-là, c'est un petit peu le vent de panique. Vous vous retrouvez avec un affichage comme ça.
Mais mince, je peux rien générer, ça marche plus, le module, il marche pas. OK, pas de panique. Mensuel, on l'active et on voit notre ligne et là, notre case est accessible. C'est des petits points, mais c'est toujours important. Sur la partie droite, au niveau de contrôle et retour, j'attire votre attention sur cet affichage-là. Vous pouvez voir contrôle et retour en bleu. Vous pouvez voir la petite bannière verte ou rouge. Vous pouvez voir les anomalies s'il y en a, mais vous pouvez ne pas voir les différents outils qu'il y a entre. Donc on tire les petites barres grises foncées et là on voit les différents contrôles et les différents retours qui se réintégreront après acceptation de la DSN. Contrôle DSN Val, c'est l'outil d'autocontrôle. Contrôle DENIR, c'est un contrôle qui est fait par Quadra. On vient voir là-dedans que sur nos 3 salariés, aucun n'a de numéro de sécu renseigné. Effectivement, ce ne sont pas des vrais gens. D'accord. Vous verrez les salariés qui ont des NTT, par exemple, ou des salariés pour lesquels vous avez utilisé 2 fois le même numéro de sécurité sociale. Ça existe. Ici, on a l'outil aussi qui dit contrôle du calcul de l'exonération de la taxe d'apprentissage. Cet outil-là se déclenche tous les mois. Donc on n'y fait peut-être pas attention parce qu'avec le temps et avec l'habitude, on va peut-être vite sur certaines choses. Mais c'est ce qui explique, quand vous avez un apprenti, que la taxe d'apprentissage est prise en compte ou non dans les cotisations individuelles ou il y a une exonération dans les cotisations établissement. Voilà. Déjà, ça, c'est la structure même de notre module de DSN. Je pense que c'était important de refaire un petit point à ce niveau-là. Au niveau de notre module, vous avez pas mal de choses qui peuvent vous servir. Vous avez le menu ici qui est le menu de cotisation où vous retrouvez différents éléments. On a vu en début de semaine, si on veut les salaires rétablis de nos salariés, on va dans les bases de cotisation salariés. Et ici, je me suis trompée de... Voilà. Composants des bases de cotisation. J'ai pas d'absence, donc j'ai pas de salaire établi. C'est ça. Voilà, je descends un petit peu les différents éléments. On va mettre une absence après si vous voulez. Ici, on va avoir les menus de suivi au niveau du pass. Voilà, il y a pas mal d'éléments qui peuvent vous faire gagner du temps. Volontairement, je ne vous parlerai pas du menu de contrôle parce qu'au niveau du Customer Care, on s'en sert peu. D'accord. On a plutôt tendance à aller dans la visualisation de la DSN mensuelle, qui est le reflet exact de ce que contient votre DSN. La visualisation de la DSN mensuelle, comment on y va? On y va en faisant un double clic. J'en ferme un peu pour que ce soit plus visuel pour tout le monde. Voilà. Ma DSN est générée, est à envoyer. Soit je fais un double clic, soit j'utilise le bouton consulter qui est là-haut. J'arrive ici. Là, vous allez me dire, mais c'est du charabia. Non, c'est juste une structure à laquelle il faut prendre l'habitude. Moi, je vois les rubriques, les S21, G00, etc. Vous, si vous ne les voyez pas, CTRL plus la lettre I de ID et vous les faites apparaître ou disparaître. Donc, en fait, en fonction de où se situe la rubrique, elle a une action, un effet. Elle est destinée à tous les organismes, un peu d'organismes, pas d'organismes du tout. Ça dépend vraiment de la localisation de cette rubrique, on va dire. Donc, tout ce qui est le bloc S21 G006, c'est le bloc entreprise. Dans ce bloc-là, on retrouve les informations de l'entreprise. Donc, si vous avez un dossier multi-établissement, on parlera du siège. D'accord. Donc ici, on retrouve les informations, on va dire, administratives. C'est alimenté automatiquement à partir des données, soit de la fiche client, si vous utilisez Quadra Client, soit du dossier établissement du siège. Le bloc 13, complément au ETH, est le bloc qui correspond à la déclaration des accords agréés au ETH. Et donc ça s'alimente sur les mois de mai, normalement. D'accord, DSN au 5 ou au 15 mai. Donc c'est ces déclarations-là. Donc effectivement, au mois le mois, ce bloc-là, il sera vide, hein, sauf si vous faites une régularisation pour le complément au ETH. Le bloc 11, qui est le bloc établissement. Info établissement, ça va être les informations de l'établissement de la DSN, pour lequel vous envoyez la DSN, les cotisations, les salariés, etc. Donc, toutes ces informations-là, c'est dans le dossier établissement hein, que vous les avez. On va avoir adhésion prévoyance. Adhésion prévoyance, ça contient toutes
les références contrats, qu'elles soient utilisées ou non, que vous avez paramétrées dans le module contrat d'assurance prévoyance. Donc, vous avez changé 3 fois d'organisme, mais vous n'avez jamais supprimé ici, pardon, paramétrage contrat collectif, les différents organismes. Dans votre bloc 15 de votre DSN, vous vous retrouvez avec toutes les références contrats ici. Et le risque que vos organismes de prévoyance que vous ne payez plus, que vous n'utilisez plus, vous fassent des appels de cotisation parce qu'ils reçoivent les données, mais ils ne comprennent pas pourquoi on ne leur envoie pas d'argent ou pas d'affectation de salariés. Donc, adhésion prévoyance, toutes les rêves contrats paramétrés dans le module contrat d'assurance prévoyance. Cotisation établissement, ça contient toutes les cotisations donc dites établissement. Ces cotisations, on va avoir par exemple tout ce qui est les constructices. Depuis le début d'année, on a pris l'habitude avec tout ce qui est le solde TA. On a vu tout ce qui est la déclaration de travailleurs handicapés. Ça passe par ce bloc de cotisation établissement. On parle de bloc 82. Donc, il peut ne rien y avoir dans ce bloc. Si vous êtes sur des dossiers, on va dire, du cas général, là, moi, j'ai des choses qui remontent automatiquement parce que je suis sur du BTP. Vous, si vous n'avez pas un libellé qui soit une cotisation établissement, il est normal que ce soit vite mensuellement. Le solde TA étant à déclarer qu'au mois de avril ou mai. J'ai un doute d'un coup. D'accord? Donc, cotisation établissement. Versement organisme. On va insister un petit peu sur le versement organisme dans quelques instants. Et bordereau des cotisations dues également. Et tout ce qui est assujettissement fiscal, l'assujettissement fiscal, ce bloc-là, vous le voyez, depuis que la taxe d'apprentissage est rentrée en DSN et est récoltée par les URSSAF, il apparaît, ce bloc, il peut être alimenté. Maintenant, il n'est plus utilisé par personne. Et si vous avez des choses, par exemple, qui seraient tout ce qui est compte personnel de formation, ça sera alimenté dans ma DSN du mois de décembre. Le bloc 44, les données chiffrées sont dans la DSN du mois de décembre. Okay, ou la dernière DSN de l'année si vous êtes en cessation d'activité. Avez-vous des questions sur ces premiers éléments-là? Comment supprimer un organisme prévoyance dans le module contrat d'assurance prévoyance? Alors, normalement, si vous avez créé un nouvel organisme, vous avez désaffecté vos salariés des références contrats. Et donc, vous pouvez être ici et cliquer sur la petite croix rouge là. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Si vous avez un message qui vous dit qu'il reste des salariés rattachés aux références contrats, vous allez dans paramétrage, assistant d'affectation des contrats. Vous vous placez sur chacune des lignes de l'organisme que vous voulez supprimer. D'accord? Je vais me mettre ici par exemple. Et vous faites Supr A sur tous les salariés qui sont concernés. Une fois que plus personne n'est affecté à une des références contrats de l'organisme que l'on veut supprimer, on peut le supprimer sans blocage. OK. Après, au niveau de notre DSN, on va voir tout ce qui est la partie individu. On y revient tout à l'heure, pas d'inquiétude. Tout ce qui est OPS, déclaration néant. Déclaration néant, c'est demain, je n'ai plus de salariés. D'accord? Si je n'ai plus de salariés, est-ce que je dois prévenir mon organisme? Ça dépend. Alors oui et non. Ça dépend du type d'organisme que vous avez. Donc si je regarde le bloc S20G008, donc moi je vais accéder à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça ressemble à ça. Identifiant de l'organisme destinataire de la déclaration absence de rattachement pour le mois principal. Donc là, en fait, ce bloc-là, il ne doit être alimenté que pour les organismes qui le demandent. Et de toute façon, vous avez une anomalie bloquante si vous le déclarez pour un organisme pas attendu. Donc ça veut dire ici que les caisses de congés payés CIBTP, transport, manutention portuaire, attendent quand la DSN est à néant
que le code remonte dans ce bloc. L'Agir Carco, donc qui est REA aussi, la MSA, le Pôle emploi, je pense par exemple au spectacle, la caisse de congé spectacle également, et d'autres organismes un petit peu plus particuliers. Organismes complémentaires, qui sont vos organismes de prévoyance, assurance ou mutuelle, on voit que c'est indiqué non concerné. Si c'est non concerné, ça veut dire que ce n'est pas attendu au niveau de la norme DSN. La prévoyance n'attend pas que vous leur dites attention, ce mois-ci, j'ai personne. Ils s'en rendent compte parce que vous n'avez rien envoyé. D'accord? L'URSSAF, que vous ayez des salariés ou pas de salariés, eux, ils reçoivent toujours le bloc 22. J'y reviens dans quelques instants, même s'il est à 0. Pour alimenter cette rubrique-là, ça se passe dans paramétrage organisme. Alors, par exemple, on a dit la retraite. Notre organisme de retraite, orga générique. Et ici, je viens cocher tout en bas à déclarer en cas de déclaration sans individu. C'est cette coche qui permet d'alimenter le bloc en cas de pas de salarié. On a ensuite lieu de travail. Lieu de travail, c'est un bloc qui est important quand vous avez des salariés qui sont rattachés à un établissement, mais qui ne travaillent pas exactement là. Ou donc ils sont déclarés par le SIRET qui termine par je ne sais pas, hein, mais en fait, ils dépendent de l'autre SIRET. C'est le lieu de travail. Et cette rubrique-là, ça s'alimente à partir de ce que vous avez dans la fiche employée. Chaque fois, je le cherche, non. DASU DSN, adresse lieu de travail. C'est la rubrique que vous utilisez pour déclarer une mutation ou un transfert de salarié. D'accord? On y revient par rapport à vos retours, de cette semaine. Pour la rentrée, vous aurez des choses à disposition sur ces procédures-là. D'accord? Voilà. Après, au niveau, de notre DSN, on va avoir véhicule technique. Véhicule technique, les honoraires, c'est exclusivement en décembre. Les actions peuvent être déclarées toute l'année, les options sur titre de mémoire aussi et les droits retraite supplémentaires, c'est exclusivement en décembre. Donc première et dernière ligne, que décembre. Peut pas être alimenté autrement. Et pour les autres rubriques au milieu, donc actions, options, bons de souscription de part de créateurs d'entreprise et individus non salariés, ça peut être alimenté, quand on veut dans l'année et ça se passe dans la DSN en haut, actions, options, bons ou individus non salariés. Voilà, ça c'est au niveau de la structure de notre DSN, ce qu'elle contient. Si j'insiste sur certains éléments, vous allez voir, cotisation et versement, c'est parce qu'à mon sens, c'est à partir de ces éléments-là que vous pouvez identifier très facilement des écarts de DSN. Donc dans établissement, on va aller dans versement. Versement organisme, c'est qu'est-ce que vous devez payer ce mois-ci. Si vous avez des paiements qui sont strictement mensuels, j'ai envie de vous dire que le bloc 20, versement organisme, il doit correspondre avec votre tableau des charges. Si déjà vous avez des écarts pour des versements mensuels avec le tableau des charges, c'est qu'il y a très certainement un souci de paramétrage. Alors je vais vous donner quelques pistes de réflexion. Et vous allez voir que versement organisme, ce menu, il n'est pas alimenté de la même façon pour tous les types d'organismes. Ok. Donc pour l'URSSAF et la retraite, c'est le SIRET qui remonte. Ce qui veut donc dire que dans le paramétrage de vos organismes, ce qui est important pour l'URSSAF et la retraite, c'est le numéro de SIRET que vous alimentez ici. Pour la DGFIP, DGFIP remonte automatiquement DGFIP. Dès lors que dans l'organisme générique, vous avez coché que c'était, je ne sais plus l'intitulé exact, mais taxe sur les salaires DGFIP, ça remonte automatiquement, que vous ayez ou non renseigné un SIRET dans votre organisme de DGFIP. Hop, fermer. Vous voyez, moi, il n'y a rien ici, et pourtant, dans ma DSN, j'ai bien les informations. L'organisme de mutuelle, assurance ou prévoyance, ça remonte automatiquement par le code institution. Donc le code institution, c'est ce que vous paramétrez dans orga générique. C'est le P quelque chose. J'ai dû utiliser pour PTP. Mutuelle, voilà.
assurance ou ProBTP par exemple. Donc vous avez vu, c'est pas le SIRET. Hein. Le SIRET, vous en avez peut-être besoin pour au niveau de la compta et de la fiche client. En tout cas, dans la DSN, le SIRET de la ProBTP vous importe peu pour la prévoyance. Il vous sert pour la retraite, mais pas pour la prévoyance. C'est pas la donnée qui est attendue. Donc une fois qu'on a vu nos versements ici, on peut se dire, on peut comparer. Moi, c'est la première chose. Quand vous nous appelez en nous disant: «Je comprends pas, dans ma DSN, j'ai un écart» et cetera. La première chose qu'on va faire au niveau support, c'est bulletin édition, tableau des charges et on compare. Qu'est-ce qui se passe dans mon tableau des charges? Qu'est-ce qui se passe dans ma DSN? D'accord? ProBTP, donc ça, la dernière partie, c'est tout ce qui est prévoyance. 205,90 €. Ici, je ne peux pas me tromper. Vous voyez, au niveau de mes intitulés, là, je vois bien que la part de prévoyance, c'est celle-ci, 205,90 €. La DGFiP, j'ai 178 €. Quand je regarde mon tableau des charges, j'ai 177,57 €. Donc j'ai l'arrondi qui s'est mis en place. C'est normal. La caisse de congés payés, je ne la paye pas en DSN. Donc forcément, je ne le vois pas dans le bloc de versement. La taxe sur les salaires, je ne la paye pas en DSN. Je ne la déclare même pas en DSN. D'accord? La retraite, 287,17 €, celle-ci, elle est là. Elle, il n'y a pas d'arrondi. Et l'URSSAF, vous avez accumulé tout ce qui est l'organisme 02 assurance chômage, plus la part totale URSSAF hors solde taxe d'apprentissage. D'accord? Donc ici, moi, effectivement, j'ai une DSN où je n'ai pas d'anomalie, je n'ai pas d'écart. Ce qu'il faut, il faut prendre les bons réflexes. Déjà, on vient comparer. On vient comparer. Si j'ai un écart sur tout cela et que, vous vous rendez compte que quand même, c'est bizarre, ça correspondrait à un salarié, vérifiez. Vérifiez, vous regardez dans l'individu. Là, moi, j'ai 3 salariés pris en compte dans cette DSN. Souvent, ça vous arrive quand vous avez des dossiers qui sont du multi-établissement. Un salarié qui ne serait pas affecté au bon établissement, ça peut arriver, d'accord? Ou alors, j'ai un chef d'entreprise qui m'a demandé une simulation de bulletin de paye parce qu'il compte embaucher, je ne sais pas, un apprenti, un cadre, dans 2-3 mois et puis il vous demande combien ça va lui coûter. Ce que vous avez tendance à faire, c'est, vous venez, créer une fiche employée, vous lui mettez une date de présence sur la période de paye, d'accord? On vient dire: «OK, alors on va prendre un, peu importe, non celui-là il est présent. Vous venez souvent faire ça, entrée-sortie, vous lui rajoutez une date de présence et puis, donc là moi je suis sur mai, OK, pas de souci. On sauvegarde et ce qu'on fait, c'est qu'on va dans le bulletin. Alors déjà j'ai pas pris le bon exemple, c'est pas grave. Contrat normal autre et je suis sur un dossier BTP. C'est OK. Donc là, j'ai, paramétré le 9. On fait ça, on vient, dans le bulletin de paye, on va mettre une date parce que sinon on va pas passer. Hop là. On arrive dans le bulletin, on fait la simulation et une fois qu'on a fait notre simulation, je dirais pas un coup sur 2, mais quand même, bien souvent, on n'a pas une tendance à annuler le bulletin. Vous enlevez les dates d'entrée-sortie. Donc là, si je fais ça, mon salarié neuf, OK, je fais un rappel de tram, il se passe ci, il se passe ça. En général, il se passe ça, on sauvegarde. OK, on imprime pour le chef d'entreprise, tout va bien et puis on va dans notre fiche employée. On vient enlever les dates et on se dit que tout va bien. Il y a un petit message, hein, qui prévient qu'il y a un bulletin, mais c'est confirmé. OK. Une fois qu'on a ça, quand je retourne en saisie de bulletin, d'ailleurs, je risque de me faire éjecter parce que j'ai pas fermé le bulletin avant de faire ça. Quand je reviens ici, mon bulletin neuf là, je le vois pas. Je peux pas revenir dessus pour, le supprimer, l'annuler ou faire quelque chose. Sauf que quand je regarde mes charges, mon bulletin, alors pour ma DSN, je suis obligée de valider ma période de toute façon, sinon
Et ben mon bulletin là, il est pris en compte dans mon tableau des charges. Résultat des courses, j'ai un écart forcément entre ce que j'ai dans mon tableau des charges et ce que j'ai dans ma DSN. Et là, bien souvent, c'est plus la même histoire parce que vous cherchez l'écart de pourquoi ici, d'accord? Alors que dans votre DSN, bah, c'est les bons montants. Donc attention à ça et regardez le tableau des charges. En bas, employés payés 4. Tout à l'heure, je vous ai dit, par rapport à ici, faire attention à ce qu'on a comme un élément là et pourtant j'en ai que 3. Je ne sais pas si ça vous donne du sens, mais c'est vraiment les habitudes des questions qu'on peut avoir. Bonjour, votre démo d'aujourd'hui sera-t-elle récupérable? Oui, sur la même KB que toute la semaine en fait. Ce sera l'article KB 0037 435. Voilà. Donc là, moi j'ai le reflet vraiment de ma DSN. OK? Donc attention, vraiment les bulletins de simulation, un coup sur deux, c'est vraiment ça votre souci. Donc ce que vous faites quand vous avez une simulation à faire, alors on va aller remettre une date à notre salarié. Salarié 9 de mémoire. Alors peu importe la date de fin, là, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc je reviens ici, je remets ce que j'avais mis au démarrage. En saisie de bulletin, j'arrive à retrouver mon bulletin de paye. Je suis de nouveau, je peux y accéder. Là, je fais modif, rappel de trame, je dis oui, je dis OK et j'annule. Ça devient blanc. Le bulletin est annulé. Le bulletin n'est plus dans ma base de données. Je ferme et là, je peux enlever ma date d'entrée et de sortie. Est-ce que c'est bon pour vous? Je sais que c'est pas forcément la méthode utilisée, mais si vous voulez éviter d'avoir des bulletins fantômes, comme vous appelez bien souvent, c'est la seule solution. Parce qu'après, une fois que la période est clôturée, je n'ai aucune solution pour vous supprimer un bulletin dans la base de données. Avec la DSN, ce n'est plus possible. Au niveau ici, donc URSSAF DGFiP, c'est souvent l'écart que vous avez. La retraite, si vous avez un écart, si le montant ne correspond pas, en général, c'est que vous avez des libellés utilisateurs. OK, le libellé utilisateur de retraite, ce qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est souvent ça qui est oublié, voilà. Organisme la retraite, onglet de calcul, retraite obligatoire et ce qu'on oublie, c'est le code 117 qui est ici. La DGFiP, bon, peu de chance d'avoir un écart, vraiment. Si vous ne voyez pas un organisme ici alors qu'il y a un versement qui est mensuel, allez voir dans le menu paramétrage, paiement DSN DUX-EDI. Vous devez avoir la ligne de paiement. Une chose à laquelle j'ai pensé, vous ne pouvez pas avoir, vous voyez par exemple le 03 REA. Demain, vous avez besoin de scinder un paiement. Je vous montre après comment ça se passe. Mais vous ne pouvez pas venir ici et me dire, OK, ben moi pour l'organisme, je ne sais pas, 03 REA, OK, je veux avoir 2 lignes de paiement sur 2 RIB différents. Ça, techniquement ici, ça peut passer parce que ça passait initialement. D'accord? Donc, ouais, j'ai plus qu'un compte. Voilà, mon compte est pas bon. Hop. J'ai pas de blocage, mais sauf qu'au niveau du paiement en DSN, vous avez quelque chose qui ne fonctionnera pas. Ça viendra bloquer en fait votre paiement. Donc une seule ligne par type d'organisme et par établissement. Est-ce que vous avez des questions sur ces versements? Vous n'hésitez pas, j'ai vu, on y revient. En dessous, j'ai les prévoyances. Les prévoyances, bien souvent, c'est un petit peu obscur de comment j'identifie un écart. La première chose à faire, c'est vous regardez ici, vous regardez dans votre tableau des charges. Est-ce que dans votre tableau des charges, tous vos libellés sont bien rattachés au même code organisme? Donc là, moi, j'ai ProBTP exclusivement. Des fois, je peux avoir ProBTP, puis je peux avoir un organisme 11, ou je peux avoir un organisme BTP, ou je peux avoir un organisme 03 AGIRC qui apparaît ici. Et en fait, on se rend compte que c'est un problème de rattachement des libellés au bon organisme. Et donc, vous avez forcément un écart. L'organisme qui apparaît dans le tableau des charges doit être l'organisme que vous utilisez
dans le menu module contrat d'assurance prévoyance. D'accord? Si le libellé il est paramétré ici, sur ce code organisme, ça veut dire que dans le tableau des charges, il doit remonter sur ce code organisme-là. Sur un libellé utilisateur, vous allez voir le code organisme que vous avez paramétré dans votre libellé. Frais de santé, par exemple. Là. Ici, c'est Generali. Sur un libellé quadra, ça vient se passer dans paramétrage, plan de paye type quadratus, paramétrage des contrats. Et sur toutes les références contrats et catégories de salariés que vous utilisez, donc moi, je n'ai pas de cadre ici, j'ai un apprenti et j'ai 2 ouvriers. Vous voyez, j'ai affecté mon organisme de prévoyance ici. Je viens dire à Quadra, attention, le EQH7, EQT7, EQH8, EQtatata, moi je le paye à l'organisme que j'ai créé qui s'appelle ProBTP. C'est ici que vous donnez au logiciel l'indication. OK, toi tu as prévu les libellés, toi tu m'as fait un paramétrage par défaut. Je regarde le EQH7, par défaut c'est sur le compleprev. Moi je n'ai pas créé le compleprev. Donc, si je n'ai pas créé le compleprev et que j'ai créé le ProBTP, c'est ici que je viens de dire au logiciel, attention, ma prévoyance, mes frais de santé, mon taxe CCA, des libellés quadra, moi je le paye à ProBTP, pas à compleprev. OK? Donc, vérifiez tout ça. Et si un libellé est présent dans le tableau des charges, ça veut dire qu'il se déclenche sur le bulletin. Ça veut dire qu'il doit être paramétré dans le module contrat d'assurance prévoyance. Si un libellé est oublié, vous avez forcément un écart. Je vais insister sur un petit point tout à l'heure au niveau des libellés de prévoyance, mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Dans ce module contrat d'assurance prévoyance, on va aussi devoir initialiser les contrats. En fait, on vient dire au logiciel, on vient dire à la norme DSN, OK, Tartampion sur son bulletin, il a tel et tel libellé. Dans le module contrat d'assurance prévoyance, je dis que ce libellé il correspondait à cette référence contrat. Maintenant, je dois dire que Tartampion, je le rattache à cette référence contrat. Ce n'est pas automatique. Et là, on va dans paramétrage, assistant d'affectation des contrats, on initialise ou on fait une sélection manuelle. La sélection manuelle est obligatoire, par exemple, pour les dossiers avec énormément de salariés, parce que l'initialisation peut échouer. Ou alors, si vous utilisez un même libellé sur 2 références contrats différentes. Souvent, vous avez des références contrats qui correspondent à des cadres et d'autres à des non-cadres, mais vous n'avez créé qu'un seul libellé. Si vous voulez gagner du temps, créez un libellé pour chaque catégorie. Ça sera moins source d'erreur, surtout si vous avez des gens qui changent de statut ou des choses comme ça. Mais là, ce n'est qu'un petit conseil pratique. Dans la DSN, il y a des cotisations, donc par exemple les prévoyances, si je ne les paye pas au mois le mois, je n'ai pas versement organisme qui apparaît. Donc dans ces cas-là, si je veux vérifier, je vais dans cotisation et je vais utiliser le cotisation individuelle de prévoyance. J'ai mon petit tableau et là, je peux vérifier que ça correspond à mon tableau des charges. D'accord? J'ai 156,60 parce que je dois ajouter à ça mes cotisations et établissements pour obtenir mon montant de tableau des charges. Pour la CIBTP, tout à l'heure, je vous ai dit que ça ne se payait pas en DSN, mais vous avez ici un tableau récap avec les bases assujetties. Il n'y a pas de montant, vu que je ne le paye jamais en DSN. En tout cas, j'ai les bases que je déclare. Au niveau des paiements de cette DSN, je peux totalement forcer un montant de paiement, si je le souhaite. Je vais dans paiement, donc ma DSN doit être générée, ne doit pas être envoyée ou acceptée. Il faut vraiment être dans un état, pour que ce soit pris en compte, un état, on va dire, transitoire. On va dans paiement. On a cette petite fenêtre qui apparaît. Et demain, je veux modifier le paiement de mon URSSAF parce que j'ai le droit de modifier pour payer que les cotisations salariales peut-être. Donc, je viens mettre mon montant. J'ai fait entrée et puis j'ai tabulé jusqu'à mon montant. D'accord? Ici, ça me dit total des paiements et vous voyez, j'ai plus 100%, j'ai un écart qui correspond à ce que j'ai retiré. Je ferme, ça me dit que mon total est différent. Est-ce que je veux réellement quitter? Je réponds oui. Ma DSN se régénère toute seule. Une fois que ma DSN est régénérée toute seule, je peux retourner dans la visualisation de ma DSN mensuelle pour aller voir si ça a bien été pris en compte. Alors pourquoi moi j'utilise toute la visualisation de la DSN mensuelle?
Parce que c'est le vrai reflet de ce que contient votre DSN. Pourquoi je n'utilise pas les menus annexes? Les menus annexes qui sont des menus d'édition, des menus de contrôle, parce qu'il peut y avoir une différence. Ce sont des extractions automatisées. Là, c'est ce que contient vraiment votre DSN et moi, par habitude de customer care, hein, j'ai pu constater quand des choses sont nouvelles peut-être, souvent, qu'il peut y avoir des deltas, que c'est pas tout de suite pris en compte dans un justificatif de versement par exemple, qu'une particularité peut ne pas être prise en compte, donc je vais toujours dans ma DSN mensuelle. Vous voyez, j'ai modifié le paiement de mon URSSAF, j'ai bien mes 1 000 € ici. Demain, j'ai besoin de scinder mon paiement parce que j'ai pas la trésorerie sur ce compte bancaire-là. Ce que je peux faire, c'est que je viens ici, donc sur mon URSSAF, j'ai déjà modifié le paiement, tout va bien. Je me mets sur la ligne bleue qui est en dessous, je fais entrée. Entrée, je fais F4. Je viens sélectionner mon organisme, ici. Là, vous renseignez votre compte. Ah oui. Tac. Alors moi, dans le dossier établissement, j'ai fait autre chose. Enfin voilà, je vais avoir des anomalies bloquantes, ça passe encore moins que le compte habituel, celui-ci. Et là, je peux mettre mon montant complémentaire. Mais il faut d'abord minorer le montant du compte, enfin le montant qui est rattaché au compte déclaré, pour pouvoir ajouter une ligne complémentaire avec l'autre partie. D'accord? Donc ça, c'est si je veux scinder. Et bien entendu, si vous voulez être prélevé, il faut que vous ayez un mandat de prélèvement actif pour les 2 comptes. Donc là, moi, j'ai minoré le montant du paiement, mais si vous devez le mettre à 0, c'est pareil, sauf que vous mettez 0. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur ces paiements? Si vous ne le faites pas avant l'envoi de la DSN, il n'y a pas de solution pour rattraper la DSN. Soit il faudra voir avec vos organismes, soit en ligne. Ça, c'est mon compte qui est totalement erroné. Voilà, j'ai mis n'importe quoi. Les replays seront disponibles jusqu'à quand? On n'a pas prévu de les enlever tout de suite, hein, donc pas de souci. Tant que l'AKB est en ligne, les replays seront disponibles. Alors, dans le versement, on a des différences au niveau des organismes. Je vous ai parlé de la première colonne, les SIRET pour l'URSSAF, la retraite, les codes organismes, les périodes. Alors, la prévoyance, vous voyez du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2000. Ça, c'est le cahier technique de la DSN qui l'impose. Si vous voulez, je vous montre après dans le cahier technique à la fin, mais c'est imposé par la norme DSN. Pourquoi? Je ne sais pas vous répondre, mais en tout cas, c'est ce qu'ils attendent. Donc, on complète comme eux, ils attendent. Voilà, je ne peux rien faire et dans votre justificatif de versement ici, vu qu'on vient récupérer ce que contient le bloc 20, pareil dans votre mail, parce que je pense que c'est une des questions qui va arriver, vous allez me dire: «Ah ouais, alors là, eh bien, ça va pas s'ouvrir». Si, ça va venir. Hop, ici, vous voyez les dates que j'ai, donc ça c'est ah bah non. Ma Pro BTP, elle est là. Donc c'est dans le mail. C'est dans le mail qu'on récupère le enfin la ouais, non, c'est ça. C'est dans le mail qu'on récupère le 2000 parce qu'on récupère le bloc de versement et ça, c'est le montant de ma retraite. Donc j'ai bien les dates pour ma retraite. Là, par contre, pour cet organisme-là, qui est mon organisme PD0914, j'ai rien de vous voyez, les dates, elles apparaissent même pas parce qu'on n'a pas mis par défaut le 2000. Donc dans le mail, si vous voulez changer la date du 2000, j'ai pas de solution automatisée, c'est à la main à chaque fois que vous envoyez le mail. J'ai demandé au développement, il y a pas si longtemps que ça. OK. L'URSSAF. L'URSSAF est importante. L'URSSAF, depuis le début d'année, je pense que vous avez reçu des courriers où ils vous disent qu'il y a des incohérences, il y a des choses qui ne vont pas. Je vous donnerai tout à l'heure une petite liste d'articles. L'URSSAF, que vous ayez des salariés ou non, si votre dossier est URSSAF, le bloc 22 est alimenté. Le bloc 22, c'est bordereau des cotisations dues. Ici, vous avez le SIRET de l'URSSAF et le montant de cotisation. En dessous, vous avez les cotisations agrégées. Les cotisations agrégées, c'est ce que vous aviez avant la DUX. C'est-à-dire que le code 260, là c'est hein, pour faire la démonstration, j'ai réduit considérablement mes résolutions d'écran. Donc effectivement, j'ai des messages qui c'est des incompatibilités avec le logiciel, d'accord? Donc ça peut arriver ici.
Donc 260, c'est la CSG. Ici, j'ai mon assiette. Ce que vous devez vérifier, à mon sens, pour l'URSSAF, c'est dans le bordereau, là. Alors, vous allez me dire: «Oui, mais c'est un contrôle, plus un contrôle, plus un contrôle». Je suis d'accord avec vous. Mais il y a des choses où on n'a pas toujours le choix, au niveau de cette vérification. Vous ne pouvez pas avoir 2 fois la même ligne pour le même CTP, le même qualifiant, 2 fois une ligne différente, sauf si vous avez des taux. En DSN, le seul taux qui remonte, c'est le taux AT, ici, et le taux versement de transport si vous en avez. Donc la colonne taux, elle est toujours à 0. Ça veut dire que l'URSSAF, vous lui dites: «OK, ça c'est la cotisation CTP 260, CSG-CRDS». Nous, on le sait combien c'est la CSG-CRDS. Eux, ils le savent. Donc ils ont besoin du 260 et ils vont appliquer automatiquement le taux. Ça ne varie pas. Sinon, c'est que c'est pas le bon CTP. C'est pas le bon code DUX pour cette cotisation-là. Le 260, c'est le même taux pour tout le monde. Donc si j'envoie du 260, l'URSSAF sait le taux qu'ils appliquent. Il n'y a que le code AT ou le taux de versement de transport qui peut varier d'une entreprise à une autre. Et on va avoir aussi par rapport au bonus-malus pour les entreprises qui sont concernées, le taux d'alimenter dans le cas où vous n'êtes pas en caisse de congés payés. OK. Les montants là, c'est pour tout ce qui est exonération. Donc les montants, l'assiette sera à 0 et là, vous avez les exos, les réductions. Donc il y a la RG au milieu et ça, c'est les heures supplémentaires patronales et salariales de mémoire. L'assiette, c'est l'assiette de cotisation. Si vous envoyez une DSN, alors je vais vous faire un petit exemple. Avec 2 fois la ligne 260, qui est l'exemple, assez récurrent. « 2618,70 ». Je fais une faute de frappe, hein. Je valide, je ferme et je vais régénérer. Vous allez voir que je ne vais pas avoir plus d'anomalies bloquantes. D'ailleurs, ces 2-là vont disparaître parce que vu que je régénère, ça va écraser ce que j'ai fait dans mon paiement. Mais en tout cas, je vais avoir 2 ou 3 lignes de code 260 et ça, l'URSSAF ne sait pas le gérer. Ils vont pas venir les additionner, ils vont me dire qu'il y a un écart et puis ils vont me faire un rappel de cotisation le mois prochain. C'est des choses, ces types de courriers, vous avez dû les avoir en début d'année sur le FNAL, des expériences comme ça. On a créé des articles pour, toute la procédure de régularisation et j'y reviendrai sur la semaine des régules. Donc vous avez vu, j'ai pas plus d'anomalies bloquantes. Par contre, si j'envoie ma DSN comme ça, je sais que j'aurai un retour de courrier. Vous voyez ma ligne là, 260? J'en ai 3. Donc l'URSSAF, ils vont faire quoi? Ils vont prendre 2619 plus 2682 plus 2442. Ils vont additionner et ils vont me recalculer ce que je leur dois en appliquant le taux automatiquement. Ils vont pas se dire: «Il y a une faute de frappe sur un libellé ou sur un bulletin». Donc attention à ces éléments-là. Ici, si vous avez la ligne, la première vide là avec un code de cotisation qui est vide, c'est que vous avez créé un libellé. Alors quand vous avez ça, une anomalie bloquante là-dessus, c'est que vous avez créé un libellé, souvent c'est les primes de licenciement, des choses comme ça, et vous l'avez affecté à l'URSSAF. Mais sauf qu'une prime de licenciement, c'est pas une cotisation due à l'URSSAF, c'est quelque chose que vous devez, mais qui peut être soumis à certains types de cotisations. Donc un libellé, si vous affectez un organisme dessus, il faut impérativement que ce soit une cotisation due directement à l'URSSAF. Et si vous affectez l'organisme de l'URSSAF, il faut venir donner à l'URSSAF l'indication: «OK, je te paye, voilà. OK, je te paye ce libellé, mais ce libellé, ça correspond à cette cotisation-là». Là, organisme, ça vient alimenter le bloc 20, versement organisme, plus le bloc 22, qui sont les bordereaux dus. Ici, le code CTP, ça vient alimenter les cotisations agrégées. Et l'onglet 6, DATSU DSN, qui pour l'instant est le dernier, mais ça ne va pas durer. Vous allez voir sur la prochaine mise à jour l'apparition d'une nouvelle petite fenêtre. L'onglet 6, là, type de cotisation, c'est ce qui fait que ça remonte en DSN dans le bloc 81. Donc toutes les cases sont importantes dans ce cas-là. Est-ce que vous avez des questions sur les cotisations et les versements? Je vous invite à les envoyer, on y revient tout à l'heure, il n'y a aucun souci. Comment je vais sur l'onglet visualisation de la DSN mensuelle? Je vais ici.
Hop, hop, hop. Alors attendez, je retrouve ma souris. Voilà, je suis ici. J'ai 3 options. Soit je fais un clic droit, consulter, soit j'appuie sur le bouton consulter, soit je fais un double clic. Moi, mon habitude, c'est le double clic. Maintenant, à vous de voir ce qui vous est le plus simple. Alors, les données individuelles, ça se passe au niveau de l'individu. On va peut-être pas tous les décrire les uns après les autres, mais je vais insister sur tous ceux qui sont primordiaux pour vos organismes. Donc, le bloc d'individu, le bloc 30, bah, c'est qui est mon salarié? Il est né où? Son numéro de sécu, son adresse, etc., etc. Donc, ces éléments-là, a priori, c'est les données particulières du salarié, hein. Il y a peu de chances qu'il y ait des anomalies. Le bloc 40, qui est le bloc contrat, ici, si je l'ouvre, je peux avoir plusieurs éléments. Moi, mon salarié, il est en cours du contrat numéro 2 et ce contrat, il a démarré le 1er janvier 2016. Sur la partie droite, la dernière colonne, on a des rubriques. Ces rubriques sont alimentées ou non. Pénibilité, ça s'alimente qu'en décembre ou le mois de sortie du salarié. Donc, si dans votre fiche employé, vous avez paramétré de la pénibilité pour un salarié et qui sort en cours d'année, je vous invite à venir vérifier que cette pénibilité est bien reprise dans la DSN de sortie du salarié. D'accord? Pas dans la, alors, je ne parle pas de la FCTU, mais dans la dernière DSN mensuelle dans laquelle est présent le salarié. Pourquoi? Parce que si vous vous en rendez compte avant l'envoi de cette DSN mensuelle, vous n'avez pas besoin de faire la procédure de régularisation ultérieurement. Et cette procédure de régularisation, elle est longue parce qu'il n'y a rien d'automatique. D'accord? Donc, je vous invite vraiment, vraiment, si vous avez de la pénibilité sur un salarié, sur une fiche employée, en décembre, hop, en décembre, vous venez regarder que le bloc 34 il soit bien alimenté, ou le mois de sortie du salarié. Je sais que ça prend du temps, mais la petite vérification directement dans la DSN, ou la régularisation dans 6 mois, 2 ans, 3 ans, quand le salarié se sera plein, elle sera toujours plus longue, et on sera sorti du contexte. Info contrat, ça, c'est toutes les informations que vous avez paramétrées dans la définition de l'emploi 1 ou dans l'onglet 3, les heures périodes, salaire, etc. D'accord? Donc, toutes ces informations-là sont importantes. C'est important parce qu'en général, alors MSA, ils vont faire des vérifications, les autres types d'organismes vont faire d'autres vérifications. CIBTP, par exemple, il faut que le statut du salarié corresponde au code INSEE des emplois ou corresponde au complément PCS. Donc, il y a vraiment des contrôles de cohérence au niveau même de l'organisme. Donc, c'est ici que vous venez voir ce qui remonte ou pas. Si j'ai un CDD, bah, la date de fin prévisionnelle, elle doit être indiquée là. Donc, tout ça, ces éléments-là, OK, vous ne pouvez pas les modifier dans la DSN pure, directement dans le module, mais c'est des paramétrages que vous avez fait dans votre module de paye. D'accord? Donc, si vous avez un dossier spectacle, ben, venez vérifier que ce soit le bon numéro d'objet. Si vous avez un salarié qui a une reconnaissance travailleur handicapé, ça veut dire que vous avez fait le paramétrage dans la fiche employée. Eh bien, le mois où vous avez fait ça, venez vérifier que le bloc 40 072 soit alimenté. C'est certes des petites vérifications qui vont s'ajouter à ce que vous avez l'habitude de faire, mais ça peut vous faire gagner beaucoup de temps derrière. Contrat de prévoyance. Ici, j'ai une ligne. Vous voyez, ça commence par le haut, population, etc., etc. Ça correspond à l'identifiant d'affiliation et l'identifiant d'adhésion 1. Le système DSN, c'est que ce contrat de prévoyance, ce 1, ça correspond à ce que vous avez mis dans adhésion prévoyance, le 1. Donc, ça veut dire que mon salarié, il est rattaché à ma référence contrat PRV tatata qui termine par 007. Ayant droit, s'il y en a, ils sont indiqués ici. Retraite complémentaire. La retraite complémentaire, je sais que dans les questions, je vais en avoir. Ici, la seule chose, si votre salarié cotise à la retraite normale du cas général classique, qu'il n'est pas à l'IRCANTEC, par exemple, ou chez les notaires. Ici, RUAA. RUAA, c'est le seul code qui devrait être présent dans cette case-là. Si vous avez RETA ou RETC, ce sont des vieux codes. Alors, ils ne sont pas bloquants, mais ils ne sont plus vrais. D'accord? REAA, c'est le régime général aujourd'hui. Si vous avez du RETA ou RETC, ça veut dire que dans la fiche employée, onglet DATU DSN général, tout en bas, j'utilise le petit ascenseur, ici, vous êtes venu renseigner RETA ou RETC dans le code régime retraite complet. Si vous avez du 90 000, 90 000, ça veut dire attention, mon salarié ne cotise pas à la retraite du cas général.
Mais bien souvent, vous avez quand même les libellés sur le bulletin. Donc ici, on dit à la retraite, OK, lui, il cotise pas, 90 000, pas de retraite. Mais plus bas, dans les cotisations individuelles, j'ai les cotisations. C'est pas cohérent. D'accord? Donc attention à ce que vous avez ici. Rémunération, bah, c'est les éléments du bulletin. J'insisterai avec vous sur le salaire rétabli. Pour ceux qui étaient présents pour la DSN d'arrêt maladie, le salaire rétabli, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit vérifier dès qu'on a une absence. Pourquoi? Parce que le salaire rétabli peut être totalement faussé par un de vos libellés. Pour vérifier un salaire rétabli sur le bulletin, alors, hop, CTRL F3. Ça apparaît sur notre écran, ça arrive, voilà. Sur le bulletin, ici, j'ai mon salaire rétabli. En fonction du paramétrage d'un libellé en B, donc je vais vous montrer. Là, moi, j'ai un libellé de prime. Ce libellé de prime, je l'ai coché prime non proratisée en fonction du nombre de jours ou d'heures travaillées. Parce que je vais lui verser 150 €, qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Si dans votre cas, c'est coché proratisé en fonction des heures travaillées heures substructurelles, vous allez voir la différence. Sur le bulletin, ça ne changera rien. Par contre, au niveau de la prise en compte, le bulletin, rien n'a changé visuellement. Par contre, en salaire rétabli, j'ai plus un salaire rétabli qui était tout à l'heure à 3000, je sais, 189,78. Je suis à 3579. En fait, si le montant, il est fixe, si le montant, il ne varie pas, si le salarié, il est présent ou pas, ou s'il n'est pas proratisé. Par contre, si le salarié, il est présent tout le mois, vous lui donnez 200 €, et s'il est absent, il y a un recalcul de cette prime, là, vous allez cocher proratisé. Le salaire rétabli, il vient recalculer le montant du libellé si le salarié-là, il avait été présent tout le mois. Donc c'est pareil, je sais quand on a fait la web sur les arrêts, vous m'avez dit: «Oui, mais c'est un contrôle de plus». Je suis d'accord avec vous. Le salaire rétabli, il a un impact sur le salaire, donc les attestations de sécu. Il a un impact sur le calcul de la réduction générale. Il peut avoir un impact important. Donc le salaire rétabli, je sais. Une petite vérification de plus. CTRL F3. Au niveau ici, dans la DSN, donc le bloc 51, c'est les éléments de rémunération de notre salarié. Le bloc 53, c'est le bloc d'activité. Donc là, moi, je peux le lire. Travail rémunéré 169 heures. Du 1er au 31, il a travaillé 28 jours sur 40. Alors, pourquoi j'ai une différence de 3? Parce que dans mon absence, ici, j'ai dit que pour 22 jours calendaires, moi, je l'avais rémunéré que 19. J'ai mes 3 jours de carence. Ce qui me fait 31 nombre de jours de mai, moins mes 3 jours de carence, 28 jours. Prime, l'onglet prime. L'onglet prime, il est important. Si vous versez des primes de manière annuelle, s'il y a des éléments qui doivent plus tard alimenter une potentielle FCTU, c'est ici qu'on vient vérifier que la prime elle est remontée. Le bloc 52. Donc là, j'ai mis par exemple une prime liée à l'activité avec période de rattachement spécifique. On parlera de la prime vacances, par exemple. Ça, c'est la grille d'aide au remplissage des primes. Je vous mettrai le lien, je vous remettrai le lien s'il faut. On a les primes qui sont versées mensuellement permettant de compenser une contrainte liée à l'emploi. Prime de sécurité, de risque, d'ancienneté, d'habillage, d'outillage, OK. Ça, je le verse tous les mois. OK. Donc, est-ce que je prends en compte ce montant dans le bloc 51 pour les contributions assurance chômage? Oui, c'est soumis à cotisation. Par contre, est-ce que je veux que ça alimente le bloc 52 prime et gratification? Non. Donc, retenez que si vous versez une prime tous les mois, ça ne doit pas alimenter le bloc 52. OK? C'est pris en compte pour le calcul du chômage, dans les bases, mais ce n'est pas alimenté en tant que prime. Plus loin, j'ai besoin d'une prime liée à l'activité avec période de rattachement spécifique, régulière mais non mensuelle. Je vais la verser par exemple une fois par an. Ici, on va prendre l'exemple, je ne sais pas, prime de vacances, allez, ou prime de Noël, prime de bilan, ce que vous voulez. Est-ce que ça doit être pris en compte dans mon montant d'assurance chômage? Non. Est-ce que ça doit alimenter mon bloc 52? Oui, avec le code 027. Donc ici, j'ai fait un libellé BPRI qui est mon libellé test.
Je suis venue dire dans l'onglet de calcul que je le versais 1 fois par an. D'accord? Là, moi, j'ai mis mai pour qu'il se déclenche uniquement au mois de mai, si je l'inclus dans le plan de paye de mes salariés. Et pour avoir le 0,27 de ma grille ici, dans mon libellé, onglet 6 DASU DSN, je suis venue ici, mettre le 0,902. Vous allez me dire pourquoi pas 0,27? D'accord. Mais c'est des codes qui existaient en fait avant la DSN, tout ça. Par contre, l'intitulé, il est exactement le même que ce que vous avez sur la grille de remplissage. Une prime liée à l'activité avec période de rattachement spécifique. Prime liée à l'activité avec période de rattachement spécifique. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir les identifier. D'accord? Donc le bloc 52, je vous remettrai le lien. Je vais vous le mettre de suite, comme ça vous l'avez. Vous pourrez regarder par rapport à vos primes à vous. Donc tout ne doit pas alimenter le bloc 52, mais dans certains cas, oui. Donc là, c'est pareil, vous faites attention, vous versez une prime de licenciement, une prime de départ à la retraite ou quoi que ce soit, c'est ce que vous mettez dans l'onglet 6 TDS DASU qui fait que ça remonte dans ce bloc 52. Donc si ça doit être déclaré, il faut que vous le voyez, vous, en visualisation. Autre élément de revenu brut, ces éléments-là, 92, 93, le 0,32 ou le 31,58, ça va dépendre du paramétrage de vos libellés de prévoyance ou de mutuelle. Le 92, là, c'est les libellés qui sont cochés prévoyance complémentaire plus frais de santé. Si je prends mon bulletin, ça doit être le EQT7 de mémoire. EQT7, 32 centimes. D'accord? Et ce libellé-là, ou EQH9 peut-être? Prévoyance complémentaire plus frais de santé. D'accord? Donc ça, c'est mon code 92. Mon code 93, c'est prévoyance complémentaire ou retraite supplémentaire. Donc au niveau des libellés, ce sont ces coches-là. Onglet de calcul prévoyance complémentaire, ou si c'est coché retraite supplémentaire, ça alimente automatiquement mon bloc 93. Les bases assujetties. Les bases assujetties sont exploitées à la fois par l'URSSAF et la retraite, ce qui complique souvent les régularisations qu'ils vous demandent. On y revient la semaine des régularisations, au bloc 78. Donc attention, quand vous faites des régularisations, ce bloc-là doit également être alimenté. On a le bloc 79, composant de base assujettie. Donc ici, moi j'ai différents éléments. J'ai de la retenue sur salaire, qui est mon avantage en nature de mémoire. D'accord? Il faut faire attention dans ce bloc-là à vos libellés. Le type 04, là, vous allez vous dire pourquoi elle insiste. Le type 04, c'est les contributions patronales destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire. Ce 04, il apparaît ici parce que sur mes libellés, dans l'onglet 6 DASU DSN, j'ai le code 0206. Ce code 0206, je vous invite à vérifier sur tous vos libellés de prévoyance et de prévoyance complémentaire et de mutuelle que vous l'ayez bien mis. D'accord? Pareil pour les retraites supplémentaires, c'est 0205. Vérifiez. Si vous avez des dossiers, commencez à vérifier. Vous allez en avoir besoin sur les prochaines mises à jour. Alors certes, pas pour la DSN, mais le montant d'aide sociale. Ce code-là, vous en aurez besoin. D'accord? Donc commencez. J'anticipe. La mise à jour arrivera courant juillet, mais moi, c'est un des points sur lequel j'ai eu une petite alerte. OK? Donc, 0206 pour tout ce qui est prévoyance complémentaire mutuelle, 0205 pour tout ce qui est retraite supplémentaire. Et ça vient alimenter ici ces éléments-là. Vous voyez le 11 et le 12, c'est le type de base de mes fiches de paramétrage par rapport à mes libellés. Donc dans votre DSN, vous pouvez vraiment tout voir avant même de recevoir les courriers de vos organismes. Le bloc 81, cotisation individuelle. Ici, vous retrouvez quasiment votre bulletin de paie. Tout ce qui est rattaché à un organisme apparaît ici. Donc, je vous ai montré sur une cotisation URSSAF. On prend le EQ01. EQ01, c'est rattaché à l'organisme 01. C'est déclaré sur le code 100. Donc, c'est venu alimenter ici mon bloc de versement organisme et mon bordereau des cotisations dues sur ma ligne 100. D'accord? Maintenant, si je veux que ça remonte à maille individuelle, il faut qu'ici, dans l'onglet 6 là-dessus, je renseigne quelque chose en type de cotisation. Et vous voyez le 041 qui est là, c'est ce que moi j'ai dans ma DSN. Alors, je ne sais plus le montant.
c'est une des lignes, maladie, je crois, voilà. Donc ces éléments-là, c'est important, de vérifier si vous avez créé des libellés utilisateurs. Vous m'arrêtez, hein, s'il y a des questions. Il y en a pas tant que ça, mais n'hésitez pas à les poser, on y revient après. Tout en bas des cotisations individuelles, vous retrouvez ici le 31 qui correspond à tout ce qui est prévoyance. Et vous avez plusieurs lignes si vous avez plusieurs références contrats pour le même salarié. En dessous, vous avez les blocs qui sont alimentés qu'en fonction de la situation. Est-ce que le salarié il est en arrêt maladie? Le bloc 60 est alimenté. Oui, il est en arrêt maladie. D'accord. Est-ce qu'il y a un mi-temps thérapeutique? Oui, c'est alimenté. Est-ce qu'il y a une fin de contrat? Oui, c'est le salarié où je lui ai tout fait, hein, donc soyez pas surpris. Est-ce qu'il y a une autre suspension, par exemple pour des congés payés dans le BTP? Hop, j'ai le bloc 65. Est-ce que j'ai fait un bloc de changement de contrat? On y revient la semaine des régularisations. Ou est-ce que j'ai régularisé le pass? Ici. Donc tous ces éléments-là, je ne vous dis pas de tout vérifier à chaque fois, mais en tout cas, quand vous avez un travailleur handicapé qui vient d'arriver, quand vous avez une pénibilité, le salarié sort, vous avez une absence, vous avez une nouvelle prime, vérifiez au fur et à mesure. Ça vous évite bien plus tard des problèmes sur des FCTU, sur des arrêts maladie, sur des reconstitutions de données ou sur un contrôle d'URSSAF, tout simplement. OK, allez, on y revient. Petit point qui sera rapide, c'est le point de l'annulé remplace. L'annulé remplace, souvent vous nous posez la question, mais pourquoi elle est refusée? Alors la DSN mensuelle, vous pouvez l'envoyer après échéance. Vous pouvez être en retard sur une DSN mensuelle. Il me semble que c'est 6 mois le délai maximum. Alors, vous pouvez être en retard pour l'envoyer. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de pénalité de retard. Voilà. Le système DSN acceptera votre DSN en retard, votre DSN normal en retard, mais vos organismes pourront dire attention, vous nous devez tant. C'est deux choses indépendantes. Par contre, une DSN annule et remplace, elle sera bloquée la veille de l'échéance. C'est-à-dire que vous envoyez une déclaration normale. La déclaration normale est acceptée. Mince, je me suis trompée, j'ai refait les bulletins, je dois envoyer une annule et remplace. Si votre échéance est au 5, votre annule des remplaces doit partir le 4 à minuit maximum. Au 5 jours, ou le 5 jours exact, elle ne partira pas, elle sera refusée. Pareil pour une échéance au 15, c'est le 14 à minuit maximum, sinon c'est rejeté. Ce n'est pas Cégide, ce n'est pas Quadra, c'est le portail déclaratif qui ne la prendra pas en compte. Pour avoir une annulée remplace, alors moi je vais faire un envoi de celle-ci. Pas un vrai envoi, ne soyez pas surpris si j'ai des petites fenêtres que vous ne voyez pas. Donc là, moi je la force en état accepté. Si je la force en état accepté, quand je vais la régénérer, elle passera en annulé remplace. Si elle est refusée, votre DSN, et que vous la régénérez, elle repassera sur une normale. En état envoyé, vous devez d'abord réintégrer le compte-rendu. Donc là, moi, elle est acceptée. Si je fais générer à nouveau, toute seule, elle va passer en annulé remplace. Alors attention, il n'y a pas de nombre de annulés remplace maximum. Vous voulez en envoyer 36, vous en envoyez 36, tant que vous êtes avant la date, la veille de l'échéance. Si vous envoyez une DSN annulée remplace, vous aviez envoyé une DSN sans fraction. J'ai eu la question la semaine dernière, par exemple. Le cabinet déclare une partie sur Quadra et un autre cabinet déclare une autre partie pour le même SIRET. Sauf que le cabinet d'en face a oublié de mettre la fraction. Quand la partie sur Quadra est partie, le retour qu'a eu le cabinet comptable, c'est vous ne pouvez pas envoyer, il existe déjà une déclaration normale. Effectivement, si vous ne prévenez pas dans vos deux fractionnements que vous envoyez la fraction 1 sur 2 ou la fraction 2 sur 2, le portail, lui, il attend une seule normale. Il ne comprend pas qu'on lui envoie la fraction 1 sur 1 et qu'après, on lui envoie la fraction 2 sur 2. Il ne sait pas, lui. C'est est-ce que j'ai un fractionnement à la normale ou pas? Si j'en ai pas, j'en aurai jamais. En tout cas, sur cette échéance DSN. Donc, le nombre de fractions doit être constant entre la normale et l'annulé remplace. Voilà, l'annulé remplace, je ne vais pas rentrer beaucoup plus loin, hein. Enfin, c'est juste une question de date. On fait attention aux dates. On n'oublie pas.
On fait attention si on envoie une DSN anticipée. La DSN anticipée, c'est dans le cas maintenant où un salarié vient d'arriver dans l'entreprise, mais il est en arrêt maladie le mois de l'arrivée et vous n'avez pas envoyé la DSN mensuelle. Pour pouvoir envoyer la DSN événementielle d'arrêt, vous allez envoyer une DSN anticipée. Et donc dans ce cas-là, l'anticipé, quand vous allez régénérer pour la mensuelle, ça passera automatiquement en annulé remplace. D'accord? Alors voilà pour quasiment tout ce que je voulais vous dire. On va mettre à l'écran les questions que vous m'avez posées pendant vos inscriptions et après on va répondre à toutes vos questions. Il y en a un petit peu. Comment régulariser suite l'URSSAF sans ajout de montant? Tout ça, je vous montrerai la semaine des régularisations, le jour de l'URSSAF, parce que c'est pas quelque chose que je peux vous donner en 3 clics. Ça serait trop facile pour le coup. Mieux comprendre la DSN. J'ai essayé en tout cas de vous expliquer comment c'était fait, comment c'était contenu, sa structure, sa forme. Maintenant, je peux pas vous enfin, je ne sais pas vous dire tout ce dont vous avez besoin. Mais voilà, j'espère que vous avez mieux compris tel bloc est alimenté par quoi et OK, j'ai un problème ici, est-ce que je peux aller voir au niveau de ma paie? La question 9. Une société a changé de SIRET, pas de sirène, mais nous l'avons su tardivement en mai au lieu de mars. Nous avons fait appel à l'instance pour refaire la DSN car l'URSSAF nous a fait un retour de ne plus connaître et ne pas accepter le paiement. C'est comme ça que nous avons eu l'info, mais la retraite demande de faire une DSN à néant sur l'ancien SIRET sur mars, avril, mai. Le CDFIP, je ne sais pas ce que c'est, des régularisations sur les 3 mois car la déclaration est mensuelle mais leur paiement est au trimestre. Est-ce que, avant de vous faire intervenir, nous aurions dû créer un nouvel établissement? Nous avons juste changé le NIC dans le dossier. Cette question-là, j'ai changé de SIRET, mais mince, j'étais pas au courant. La problématique, c'est dans le cahier technique, ils l'ont pas prévu. Pour eux, au niveau de la norme DSN, s'il y a un changement de SIRET, s'il y a un changement de SIRET, c'est à vous de le savoir. D'accord? Donc, ils vous ont fait des fiches d'information qui disent OK, surtout, vous ne clôturez pas le compte URSSAF avant d'avoir fait toutes les déclarations nécessaires, etc., etc. Sauf que bien souvent, entre vous, cabinet comptable, pour la plupart, et votre client, il n'y a pas toujours l'information qui remonte au bon moment. Et votre client, il n'a peut-être pas conscience que s'il déménage, il va changer de SIRET. Et si vous priez dans 3 mois, ces déclarations seront compliquées. D'accord? Donc dans ces cas-là, vous nous appelez, vous envoyez la normale. La normale, elle est acceptée par le portail déclaratif parce que votre compte net entreprise, il est toujours accepté, il est toujours ouvert, avec l'ancien SIRET. La normale dit: «OK, c'est bon, c'est pris en compte». Sauf que vous avez dans 3 mois le retour de l'URSSAF qui vous dit: «Attention, non, non, moi votre DSN, j'en tiens pas compte parce que ce SIRET-là, pour moi, il est fermé». C'est une chose. Et dans ces cas-là, l'URSSAF vous demande de renvoyer une normale sur le nouveau SIRET. Vous n'avez pas d'autre choix que nous contacter, parce que vous ne pouvez pas renvoyer une normale, vous, sur une période où il y a déjà une normale. Mais attention, dans la première qui a été acceptée, il n'y a que l'URSSAF qui vous l'a rejetée. La retraite, la prévoyance et il m'en manque un, et la DGFIP, eux, ils en ont tenu compte de la première. Si vous renvoyez, eh ben, ils vont additionner. D'accord? Donc là, la procédure n'est pas simple et la procédure de régularisation, je suis en train de me la faire valider par notre service développement parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est pas toujours possible de rétablir une telle situation pour tous les organismes, en tout cas dans la DSN. Il faut bien souvent que les organismes comprennent la situation. D'accord? Donc vous, effectivement, vous avez changé le NIC dans le dossier. On verra d'ici la rentrée que quand on a un changement de SIRET, donc la fin. Oui, c'est ça. Quand on a un changement de SIRET, on va vous préconiser plutôt de recréer un autre établissement et de ne pas modifier l'existant, avec toute une procédure de comment je gère la situation, pour éviter ce genre d'anomalie. D'accord? Donc on y revient, je vous donnerai des nouvelles rapidement. Je souhaiterais aborder le sujet de la vérification des sommes prélevées par les organismes sociaux et modifiées. Ça, je vous ai montré. Les blocs de régule, on y reviendra sur la semaine des régularisations. C'est plus compliqué que ça. La déclaration des actions. Alors, si la personne qui a posé cette question est présente, j'ai besoin de plus d'informations pour savoir ce que vous voulez déclarer.
Donc c'est pareil, si vous me donnez les infos, je vous mettrai à jour, l'article dans la base de connaissances. Quand il y a des changements de SIRET entre la DSN normale et annulée remplace, comment ça se passe? Eh bien, c'est ce qu'on vient de dire. Si vous êtes en la période en cours, j'ai une solution. Alors, c'est une solution où vous allez me dire: «Oui, mais c'est trop compliqué». Je sais, mais ça vous évite d'avoir pendant 2 mois des problèmes, 2 mois, 2 ans, des problèmes avec les organismes qui vous disent: «Il me faut des régules, des régules, des régules». Donc la normale est envoyée, la normale est acceptée au portail. Seule l'URSSAF la rejette et vous avez le retour tout de suite. C'est-à-dire que vous vous en rendez compte avant même d'avoir clôturé votre période de paie. Il faut, dans ce cas-là, avoir l'info pour pouvoir renvoyer une annulée remplace. Donc, en termes de delta, c'est court. Donc il faut être avant le 14 minuit ou le 4 minuit. Si vous avez ce problème-là, en fait, on va vous faire annuler tous vos bulletins de paye, en tout cas exclure vos salariés de la DSN, envoyer une DSN annulée remplace, ce qui viendra annuler complètement auprès des organismes ce qu'ils ont reçu sur l'ancien SIRET, d'accord? Et après ça, vous nous contactez, on vous fait rebasculer sur une DSN normale et là, vous renvoyez la DSN normale avec les bulletins sur le bon SIRET pour que tous les organismes en tiennent, compte. C'est pas simple, c'est pas intuitif, mais c'est la seule solution. Et alors, il faut être dans les bonnes conditions, il faut s'en rendre compte vite et avant l'échéance annulaire en place. Donc c'est des cas qui sont très, très exceptionnels. Je vous ai ensuite mis toutes les, KB qui sont en lien avec les anomalies bloquantes, parce que là, je n'ai pas développé les anomalies bloquantes. Donc c'est rangé par type d'anomalie, type de, problématique.